les Texans de Houston sont encore une fois les grands favoris afin de terminer au premier rang de cette division pour une deuxième année consécutive. Et puis, il y a eu des changements de personnel du côté des Texans, Marc-André, durant la saison morte, en particulier au niveau de la ligne à l'attaque. Exactement, exactement. On voit que Laramie Tunsil a été échangé aux Commanders de Washington. Ça a surpris tout le monde. En fait, la ligne à l'attaque était historiquement mauvaise l'année dernière du côté des Texans. Puis on a décidé de vraiment de faire peau neuve encore une fois. Je pense que ça aussi, c'est un thème là, dans cette division-là. On a essayé d'améliorer la ligne à l'attaque, mais ma question, oui, est-ce qu'on l'a vraiment amélioré? Parce que l'année dernière, ça a été vraiment difficile là, pour CJ Stroud. Derrière cette ligne à l'attaque-là, 235 pressions sur CJ Stroud, c'est le plus haut total dans la NFL. Vraiment, la ligne à l'attaque, la ligne offensive du côté des Texans, on s'est dit, on s'essuie puis on recommence. Mais est-ce que c'est suffisant, Didier? Ben, c'est la question que je me pose, parce que ça, c'est la chose numéro un qu'il fallait améliorer du côté des Texans de Houston, cette ligne à l'attaque-là. Mais avec tous les changements qu'on a faits, est-ce qu'elle est meilleure que celle de l'année dernière? C'est ça la question. Il y a plusieurs noms. On a ajouté plusieurs joueurs, mais ce sont juste des noms. Là. Quand tu regardes ça, OK, Cam Robinson, OK, c'est bien beau, mais Robinson, il s'est promené, il a été décevant depuis le début de sa carrière, a joué à Jacksonville, après ça avec les Vikings l'année dernière. C'est ça. Donc, je suis pas convaincu que la ligne à l'attaque des Texans de Houston, elle est améliorée. Du moins, lorsqu'on regarde ça de façon individuelle, les joueurs qu'on a, est-ce qu'on peut trouver un bon 5 partant qui va jouer avec cohésion? Parce que ça, c'est tellement important au niveau de la ligne à l'attaque, hein, de bien communiquer. Peut-être que oui, mais au moment là, où on enregistre ce podcast, on est quoi, le 21 juillet, lundi matin? Pour moi, la ligne à l'attaque des Texans, c'est un gros point d'interrogation, peut-être un Ben des oui. plus gros points d'interrogation au sein de la division au complet. On se souvient même à un moment, là, durant l'entre-saison, on se demandait si les Texans allaient avoir un plan, allaient avoir des joueurs de ligne à l'attaque. On se demandait même s'il allait Mhm. t'appeler. Clairement qu'on ne savait pas trop c'était quoi le plan au niveau de la ligne à l'attaque du côté M'appelez-moi! des Texans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour eux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour eux? Non, non, S'ils mais mon point. m'appellent, Bref. Mais on a reçu une question je peux pas également. les aider. Le cas de CJ Stroud est un cas intéressant. Didier, on a reçu une question de Emmanuel via courriel qui se demande si CJ Stroud peut rebondir après une deuxième saison moins éclatante. Et encore là, je pense que pour CJ Stroud, pour connaître du succès, on rattache ça à la ligne à l'attaque là, qui devra être meilleure. Tu as parlé de Ouais. Cam Robinson. On a investi un choix de deuxième ronde aussi à Aronte Ursery, qui est un colosse là, de 6 pieds 6, 331 livres du côté des Texans. Alors, tu vois, Mais lui, encore il là, peut aider la ligne à attaque plus que moi. mais mon point, c'est que tout part de ligne à l'attaque. Joe Mixon, l'attaque au sol, les performances de CJ Stroud, parce que c'est quand même au niveau statistique, là, c'est près de 400 verges de moins par la passe CJ Stroud l'année dernière comparativement à sa saison recrue. 3 passes de toucher de moins et surtout, c'est 12 revirements en 2024 contre seulement 5 en Hmm. 2023. C'est là vraiment qu'il y a eu une différence. Ouais, ben, pour répondre à la question, oui, je crois que Stroud peut rebondir, mais comme tu l'as si bien dit, ça a commencé tout d'abord avec la protection, avec la ligne à l'attaque. Mais également, il ne faut pas oublier qu'on est allé d'un changement de coordinateur en attaque là, du côté des Texans de Houston. Parce qu'une chose qu'on reprochait à Slowick, l'ancien coordinateur offensif, c'est que son attaque était trop prévisible. C'était sa deuxième année à titre de coordinateur en attaque du côté des Titans, j'allais dire, des Texans. Ça avait bien été en 2023, souviens-toi, lors de la saison recrue de CJ Stroud. Mais ce qu'on lui reproche, c'est qu'il n'a pas amélioré son attaque durant la saison morte. Et c'était rendu très prévisible. Les défenses adverses ont connu du Ah, c'est succès contre s'adapter. l'attaque des Texans. Oui, c'est ça, à s'adapter, voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle, après la saison, après l'élimination des Texans, ben, D'Amico Ryans a congédié son coordinateur à l'attaque et il l'a remplacé. Alors, avec un nouveau coordinateur, on espère ce qui sera en mesure de s'ajuster, d'apporter des ajustements. Je crois que Stroud devrait rebondir, mais si la ligne à l'attaque n'est pas en mesure de protéger, si cette nouvelle ligne à l'attaque-là est aussi, offre le même genre de performance que la ligne à l'attaque de l'année dernière, ben, peut-être que justement, on n'assistera pas nécessairement à un rebondissement, à une amélioration de la part de CJ Stroud. Mais il ne faut pas oublier que les Texans, Marc-André, ils ont livré toute une bataille là, aux Chiefs, au Arrowhead Stadium, l'hiver dernier, en éliminatoire, là, et ils auraient pu gagner ce match-là. Donc, les Texans sont une bonne équipe, mais la ligne à attaque, encore une fois, on n'arrête pas de se répéter,
tout va partir de là pour moi pour l'édition 2025 de Houston. Le nouveau coordinateur à l'attaque, c'est Nick Cayley, qui a travaillé sous Sean McVay avec les Rams et sous Bill Belichick avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre également. Donc ça reste à voir. J'aimerais peut-être t'entendre sur la signature de Nick Chubb, Didier, avec les Texans de Houston. Est-ce qu'il en reste dans le réservoir à Nick Chubb et est-ce qu'il peut être vraiment... il peut venir jouer dans les plates-bandes de Joe Mixon ou c'est simplement un complément au porteur de ballon étoile? Ben, on vient de se vieillir à la position de porteur de ballon, là. Déjà que Joe Mixon, moi j'ai été surpris de la saison qu'il a connue parce que lorsqu'il a quitté les Bengals de Cincinnati, il semblait être en perte de vitesse. Mais Nick Chubb, écoute, je pense pas qu'il reste grand-chose. Parce que sinon, il y a une équipe qui aurait signé Nick Chubb beaucoup plus tôt que lorsqu'il a signé avec les Texans de Houston. Moi, je serais pas surpris si Nick Chubb même se fait libérer à la fin du camp d'entraînement. Il a subi 2 graves blessures au genou. Une blessure lorsqu'il portait les couleurs des Browns. Il en avait subi une autre lorsqu'il jouait pour les Bulldogs de l'Université de Georgia. Le fait qu'ils soit en mesure toujours de poursuivre sa carrière, juste ça, c'est tout à fait phénoménal. Il a été tout un porteur de ballon, mais on le voyait l'année dernière, là, il n'était pas aussi explosif. Hein. Ses mouvements n'étaient pas aussi fluides, ses mouvements latéraux, lorsqu'il courait avec le ballon du côté des Browns. Alors non, je ne m'attends pas à ce que Chubb ait un impact. Même comme je te dis, on va voir s'il sera en mesure même de faire partie de la formation de Houston une fois que la saison régulière va commencer. Côté des Texans, on a repêché un porteur de ballon, Woody Marks. C'est un nom à retenir simplement, là, même au niveau fantasy, en 4e ronde. C'est un gars qui excellait contre la passe dans les rangs universitaires. Donc ça reste à voir. Et peut-être parler un peu des receveurs. Nico Collins, on a ajouté Christian Kirk durant l'entre-saison. Et 2 receveurs, 2 coéquipiers de Iowa, Jaden Higgins et de Iowa State. Iowa, je sais jamais, j'oublie tout le temps. Ouais, Iowa State, ouais, Jaden Higgins et Jalen les Cyclones. Ouais. Exact. Jaden Higgins et Jalen Noël. Hey, mon écran s'est fermé, Didier, t'aurais dû me voir capoter en train de parler. Ça vient de rouvrir. Excusez, mais oui, j'étais un peu sur le choc. Désolé. OK. Bon, au moins, c'est pas, Oui, au moins, c'est pas de bad d'électricité que tu as eu chez toi. Là, on t'a pas perdu complètement. Là. Bref, on a remplacé Stephon Diggs et malheureusement Tank Dell par d'autres receveurs de passe. J'ai hâte de voir comment ça va se dessiner là, dans l'attaque des Texans cette année. Ouais, ben il fallait, on avait un besoin à la position de receveur. Comme tu viens de le dire, oui, on met sur Nico Collins, Stephen Diggs n'est plus là, il avait subi une grave blessure à un genou l'année dernière. Et Tank Dell, ben, de ce qu'on dit, on ne pourra pas miser sur lui cette année, il a subi une grave blessure à un genou vers la fin de la saison l'année dernière. Alors c'est rare qu'une équipe repêche 2 receveurs de passe de la même école, mais c'est ce que les Texans ont fait en Jaden Higgins et Jalen Noel, mais ils ont des styles différents. Hein. Higgins est plus gros, 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces, mais ses mouvements sont quand même fluides pour un receveur de passe et il va être inséré au sein de la formation partante immédiatement, là, à l'opposé de Nico Collins. On fonde de gros espoirs sur Higgins. Noel, lui, est plus petit, plus vif, puis lui aussi, il devrait être utilisé. Là, on a repêché ces 2 joueurs-là, Marc-André, pour qu'ils jouent dès cette année parce qu'on a besoin d'aide immédiate du côté de l'attaque des Texans de Houston à la position de receveur de passe. Alors, on ne s'est pas rabattu sur le marché des joueurs autonomes. On est allé avec le repêchage. Alors, ça va être aux entraîneurs là, du côté de Houston de développer ces 2 talentueux receveurs de passe. Et en défense, là, on parle, Didier. Les Texans de Houston ont le potentiel d'être l'une des meilleures défenses de la NFL en 2025. À commencer par la tertiaire, ben, en fait, on peut commencer par la ligne défensive. Will Anderson et Daniel Hunter, selon moi, l'un des meilleurs duos de chasseurs de corps là, dans la NFL. On a le potentiel d'avoir une défense dans le top 5 de la NFL là, cette année, du côté de Houston. En raison du talent qu'on a du côté de l'unité défensive, il ne faut pas oublier que c'est DeMeco Ryans qui est l'entraîneur-chef, qui est tout un cerveau de football en défense, anciennement collaborateur de l'unité défensive des 49ers de San Francisco. Écoute, l'année dernière, on a accordé 21,9 points par rencontre. Ça pourrait même baisser là, ça, au cours de la prochaine saison parce qu'on a du talent, Marc-André, aux 3 niveaux. Tu as parlé des chasseurs de corps. M'ont mis sur Derek Stingley, qui est potentiellement des 3 meilleurs demi-coins de la NFL, 3-4 meilleurs demi-coins à sa position. On a du talent partout. On est bien coaché, bien dirigé en plus défensivement. Puis on avait fait la vie dure à Patrick Mahomes lors du match éliminatoire, si je me souviens bien.
du moment là, que tu es en mesure d'appliquer une pression constante sur les carrières adverses, juste avec ta ligne défensive, ça, là, c'est la meilleure défense que tu peux pas avoir. Puis on a ça du côté des Texans de Houston. Alors, écoute, du côté de l'attaque, j'ai mes réserves en raison de la ligne à l'attaque, mais du côté de l'unité défensive, en raison de la ligne défensive, principalement, je crois qu'on va vraiment avoir une des meilleures unités de la NFL. Ajoute à Stingley, Kamari Lassiter, Kellen Bullock. On a ajouté également le vétéran CJ Garner-Johnson. Vraiment, c'est vraiment un beau noyau là, qu'on a en défense du côté des Texans de Houston. Ouais. On a reçu une question de Samuel Velt via YouTube qui nous demande, d'abord, qui nous dit bonjour, j'écoute le podcast depuis le tout début. Merci beaucoup pour cette belle émission. Merci Samuel. Je suis un grand fan des Texans de Houston depuis l'époque d'Arian Foster, le petit salut japonais, Arian Foster, lorsqu'il marquait les touchés dans la zone début. Je voulais savoir si vous pensez que les Texans ont des chances de se rendre loin en éliminatoire cette année. Merci beaucoup. Alors, joueur non repêché, Arian Foster, hein, si je me souviens bien, en plus. Hein. Ouais, voilà, son petit salut qu'il faisait après chaque touché. Ben ouais. Je l'aimais. Il était tellement fluide, Foster, quand il courait. En tout cas, moi, je l'aimais bien, Arian Foster. Moi, j'ai gagné des ligues fantasy avec Arian Foster pendant quelques années. Ah oui? Vraiment, là, ça a été écoute, dans mon temple, la renommée de mes joueurs qui m'ont aidé, Arian Foster est là, Adrian Peterson, Drew Brees. C'est des gars qui m'ont aidé à faire des sous là, au niveau fantasy. Ouais, puis c'est même un bon receveur en sortant de champ arrière. Il n'y a pas grand-chose qu'il ne pouvait pas faire, Arian Foster. David Johnson. Peut-être de 3-4 ans. David Johnson, ça a été quoi, l'histoire d'une saison? Une grosse saison avec l'Arizona. Ouais, deux, pas plus que deux, en tout cas. Ça, je me souviens de ça. Ouais. Mais finalement, la question, c'est quoi, ouais, on est parti sur un coup de nostalgie, là, ouais. Donc, oui, c'est ça. Donc, il veut savoir si les Texans ont des chances de se rendre loin en éliminatoire cette année. Bon, ben, merci pour votre question. Je le répète, c'est la ligne à l'attaque. Parce qu'il n'y a rien qui déstabilise une équipe de football rapidement, Marc-André, qu'une mauvaise ligne à l'attaque. Ça déstabilise l'attaque au complet. Le résultat, la défense doit passer plus de temps sur le terrain. Cette défense qui est très talentueuse. Tu vois, donc ça fait boule de neige. Donc, je vais garder mes réserves. Mais oui, si la ligne à l'attaque peut mieux jouer que l'ancienne ligne à l'attaque, celle de l'année dernière, il n'y a aucun doute que les Texans peuvent faire un bon bout de chemin en éliminatoire. Parce que malgré leur mauvaise ligne à l'attaque l'année dernière, ils sont allés au Arrowhead Stadium, un des stades les plus bruyants de la NFL. Contre les Chiefs, ils ont tenu tête à Kansas City. Le match a été serré. Alors oui, je crois qu'on peut le faire du côté des Texans, faire un bon bout de chemin en éliminatoire, mais encore une fois, on va devoir bien protéger notre jeune carrière, notre talentueux jeune carrière en CJ Stroud. Maintenant, portrait fantasy du côté... Oui, vas-y, tu voulais ajouter quelque chose? Je m'en ai dit que j'étais entièrement d'accord avec toi et que leur total de victoires, si on regarde, est à 9,5 victoires pour la saison 2025. Ah oui, ben on a oublié de faire l'over-under, oui. Hey, on est là l'un pour l'autre, c'est tellement beau notre chimie. Oui, à 9,5 du côté des Texans de Houston, Didier, est-ce que tu penses qu'ils vont franchir, est-ce qu'ils vont avoir, comme on dit en anglais, le double digit en termes de victoires? Est-ce qu'on va atteindre le plateau des 10 victoires du côté des Texans de Houston cette saison? Je vais dire que oui, Marc-André. Je vais dire que oui. Je vais faire confiance à DeMeco Ryans. Je vais me croiser les doigts que la ligne à attaque est améliorée. Parce que si cette ligne à attaque-là, elle est améliorée, je vois pas comment on peut pas gagner 10 matchs. Tu sais, on a adressé nos besoins lors du repêchage, la position de receveur de passe avec Higgins et Noel, on vient d'en parler. La défense devrait être très bonne. On a du talent partout défensivement. CJ Stroud, il est talentueux. L'année dernière, il s'est fait tabasser derrière la mauvaise ligne à l'attaque. Donc, je vais choisir plus en me croisant les doigts pour la ligne offensive. Toi, de ton côté? Moi aussi, je pense que 10 victoires, c'est facilement atteignable. Surtout dans cette division-là, si on prend pour acquis qu'on va affronter 2 fois les Colts, les Jaguars et les Titans, ça devrait nous aider à obtenir un haut total de victoires, là, c'est mon avis. Allez, bon, ben on s'entend là-dessus. Alors, on va voir si on aura les deux raisons ou si on aura tort ensemble. Maintenant, du côté fantasy football, là, du côté des Texans de Houston, ça commence bien sûr par CJ Stroud. Est-ce qu'il pourrait être plus productif que l'année dernière?
C'est la grande question. Au niveau fantasy, j'ai bien hâte de voir parce que ça n'a pas été de tout repos pour CJ Stroud. En fait, il a déçu ses propriétaires fantasy, assurément. Moyenne de 13 points par match seulement. C'était bon pour le 28e rang à la position de carrière. Écoute, pas maintenant. Il a obtenu moins de points fantasy par match que Daniel Jones, à mon avis, l'année dernière. Wow! CJ Stroud, alors ça, c'est quand même assez pitoyable. Moins de 15 points par match à ses 11 derniers matchs également. La fin de saison pour CJ Stroud, pour ceux, ça a été un boulet là, pour ses propriétaires fantasy en fin de saison et en éliminatoire. On se dit, c'est sûr que ça ne peut pas être pire, que la ligne à l'attaque a été revampée. On a ajouté également des armes à sa disposition. Mais reste à voir si CJ Stroud peut maintenant redevenir le corps qu'il était à sa saison recrue. Moi, je suis encore un peu mitigé. Tout va passer par la ligne en attaque, encore une fois. Je pense pas qu'elle est si améliorée que ça non plus, Didier. Donc, j'ai mes réserves encore une fois cette année pour CJ Stroud. Je pense pas que c'est un corps arrière que vous allez repêcher pour être un corps arrière partant d'une formation fantasy qui est gagnante là, dans une ligue à 12 équipes, disons même à 14 équipes en 2020. Maintenant, Joe Mixon, comme je le disais tout à l'heure, moi personnellement, il m'a surpris l'année dernière avec la belle saison qu'il a eue du côté des Texans de Houston. Là, il est 1 an plus vieux. Est-ce que ça va se poursuivre du côté de Mixon? La réalité, c'est qu'il vieillit, Joe Mixon. T'en parles. L'année dernière, ça a vraiment été une saison en 2 temps. Il a obtenu plus de 100 verges au sol dans 5 de ses 6 premiers matchs, mais moins de 60 verges au sol dans 6 de ses 8 derniers. Il a été également Ah, moins voilà. explosif la saison dernière également. 38e pour les plaqués ratés forcés dans la NFL. 29e seulement pour les verges après contact. C'est vraiment pas... Ça nous prouve, disons, que l'âge commence à rattraper Joe Mixon. En ce moment, il est le porteur de ballon numéro 18. En ce moment, au niveau fantasy, je trouve que c'est un plancher honnête, mais je pense qu'on peut viser plus haut au niveau fantasy à ce rang-là. Là, on parle ici d'un choix de quatrième ronde, là, assurément. Quatrième, voire cinquième ronde. Je pense qu'on peut viser plus haut que Joe Mixon. Mais oui, faut pas oublier qu'il ralentit Joe Mixon et les statistiques le prouvent en ce moment. Là. Ouais, ça fait mal, tu sais, quand tu repêches un porteur de ballon qui a un gros nom, qui a été productif durant sa carrière, mais tu le repêches l'année où justement là, sa production Mhm. descend, où tout le kilométrage là, le rattrape. Donc c'est ça qui me fait peur du côté de Joe Mixon. Est-ce que la saison 2025, ça va être cette année-là? Maintenant, Nico Collins, il a le potentiel pour être une super vedette s'il peut rester en santé. Comment, là, dans ta boule de cristal, là, tu vois la saison 2025 pour Collins? Je pense que si Nico Collins, j'arrive en deuxième ronde et il est disponible à mon rang de sélection, ça va être le receveur que je vais viser. J'adore Nico Collins en 2025. Je pense juste qu'il faut qu'il demeure sur le terrain. Il y a eu quelques petits bobos au cours de sa carrière jusqu'ici. L'année passée, en 2024, receveur numéro 6 au niveau fantasy pour les points par match. Nico Collins, 1006 verges, mais en seulement 12 matchs. Imagine s'il avait joué 5 matchs de plus, ça aurait été vraiment spectaculaire. Il aurait pu atteindre des nouveaux sommets, là, Nico Collins. C'est vraiment la cible de prédilection de CJ Stroud cette année. Et j'irais même plus loin. Là. Je dis, si Nico Collins joue 17 matchs cette saison, c'est le genre de receveur qui a un potentiel de devenir le receveur, de chauffer les Jamar Chase, les Justin Jefferson, les CeeDee Lamb de ce match, de ce monde. S'il demeure en santé, je pense que Nico Collins est si talentueux que ça. Il pourrait justement là, intégrer le top 5 à la position de receveur de passe assez facile. Ouais, c'en a un autre, ça, Nico Collins, qui est imposant physiquement pour un receveur de passe. Tu sais, pour en revenir à ce que je disais à propos de Travis Hunter, Collins est un des meilleurs receveurs de passe de la NFL, mais lui aussi, là, tu sais, il mesure quoi? Plus de 6 pieds 2 pouces, 6 pieds 3, si je ne me trompe pas. Bref, on va voir ce que ça va donner dans le cas du joueur recru des Jaguars de Jacksonville.